Bienvenue à tous. Quel avenir pour la force G5 Sahel après le départ annoncé du Mali, un pays au cœur du dispositif de cette organisation? C'est la question que beaucoup se posent suite à l'annonce choc de Bamako. Les autorités de transition pointent du doigt un État extérieur qu'elles n'ont pas nommé, l'accusant d'instrumentaliser le G5. Elle fustige ce qu'elle considère comme une volonté d'empêcher le Mali d'assurer la présidence tournante pour mieux l'isoler alors que le pays subit déjà les sanctions de la CEDEAO. L'annonce de Bamako braque à nouveau les projecteurs sur le G5 Sahel et ses 5000 soldats déjà confrontés à des défis opérationnels et de financement. Si le départ du Mali est entériné, les 4 pays restants, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina et le Niger, pourront-ils poursuivre leur coopération sécuritaire au sein de cette organisation? Quelle approche régionale face à l'insécurité au Sahel? Réponse avec nos invités. Le Mali a annoncé dans un communiqué cette semaine quitter le G5 Sahel et sa force militaire anti-djihadiste. Il entend ainsi protester contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale. C'est le dernier épisode d'un G5 Sahel qui peine à atteindre sa vitesse de croisière dans la lutte contre le terrorisme dans les pays concernés. Le point avec Yacouba Ouedraogo. De la République du Mali. C'est dans un communiqué, lu à la télévision nationale, que la junte au pouvoir a annoncé le retrait du Mali du G5 Sahel, un partenariat militaire avec 4 autres pays que sont le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. À l'origine du courroux des autorités maliennes contre l'organisation, la conférence des chefs d'État, prévue en février 2022 à Bamako, est devant consacrer le début de la présidence malienne du G5. Mais près d'un trimestre après le terme indiqué, cette conférence ne s'est toujours pas tenue, dit le communiqué du gouvernement de transition. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Et de cette situation, le gouvernement de la République du Mali en déduit une perte d'autonomie, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel. Ce retrait annoncé du Mali est le dernier épisode en date d'un G5 Sahel en souffrance. Créé en 2014, cette organisation, dont le siège est au Mali, n'a pu lancer sa force anti-djihadiste qu'en 2017, après une campagne internationale de mobilisation de fonds soutenue par la France. Les difficultés, entre autres financières, empêchent cette force sous-régionale, composée d'environ 5000 militaires, de lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel. À cela, il faut ajouter les coups d'État militaires au Mali et au Burkina Faso, 2 des 5 membres de la force multilatérale anti-djihadiste, qui mettent à mal sa capacité opérationnelle, a récemment estimé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un rapport remis le 11 mai au Conseil de sécurité. Début mai, lors d'une visite au Niger, M. Guterres a déclaré s'être vainement battu pour que le G5 Sahel bénéficie d'un soutien financier permanent de l'ONU. Je me suis battu et j'ai perdu cette bataille pour que le G5 Sahel puisse être à son origine basé sur chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et avoir un financement par des crédits obligatoires. Ce départ annoncé du Mali du G5 Sahel survient après l'annonce début mai par la junte de la fin du traité de coopération de 2014 avec la France et des accords de 2013 et 2020 sur la présence de la force Barkhane et des forces spéciales européennes Takuba au Mali. De nouvelles donnes qui viennent compliquer la lutte coordonnée contre le djihadisme au Sahel. Merci beaucoup Yacouba. Et à présent, nos invités pour le débat de notre studio à Paris. Sédik Abba, vous êtes chercheur sur le terrorisme dans le Sahel, également
auteur d'ouvrages, dont le dernier, Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, paru aux éditions Impact. À Ouagadougou, la capitale burkinabé, Abdoulaye Bari, vous êtes journaliste doctorant à l'Université de la paix de l'ONU, UPIS, et à Nouakchott, en Mauritanie, Ahmedou Ould Abdallah, vous êtes le président du Centre 4S, également ancien diplomate. Merci à tous d'être avec nous. Alors, Sédic, cette décision de Bamako, est-ce qu'elle était prévisible? Est-ce qu'on peut parler de suite logique dans le bras de fer entre Bamako et Paris? Oui, à partir du moment où, comme il a été indiqué par les autorités maliennes, le 8e sommet, la 8e conférence des chefs d'État, qui a été initialement prévue à Bamako, n'a pu se tenir. On savait qu'il y avait des difficultés internes au niveau du G5 Sahel. Une tentative avait été faite d'organiser de façon virtuelle le sommet. Mais cette tentative d'organiser le sommet sous forme virtuelle n'a pu prospérer. Et on n'est pas surpris aujourd'hui que le Mali ait choisi de se retirer au regard justement de l'absence de tenue du sommet, puisque rien dans les textes n'indique qu'on peut refuser de tenir le sommet dans un pays. Et si jamais il n'y avait pas eu le second coup d'État, celui de mai 2021, le sommet allait se tenir normalement à Bamako et le président de l'époque, Bandao, serait devenu président du G5. Je crois que le changement de pouvoir à Bamako en mai 2021, plus les difficultés relationnelles, les relations exécrables entre la France et le Mali ont influencé la décision de ne pas tenir le sommet à Bamako. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve dans cette aggravation de la situation. Au-delà de la relation entre la France et le Mali, je pense que c'est la conséquence dans la construction d'une réponse régionale au défi sécuritaire qui prend un coup avec ce retrait du Mali. D'accord. Alors, Abdoulaye Bari, justement, au-delà de Paris, est-ce que le départ effectif, s'il est effectif, du Mali, du G5, ne pourrait pas détériorer les relations entre Bamako et d'autres pays membres comme le Tchad, alors que les troupes tchadiennes jouissaient en tout cas jusque-là d'une très bonne image au Mali? Oui, on va dire que c'est déjà le cas, avec, que ce soit avec le Tchad, mais aussi avec le Niger voisin. On peut dire que c'est surtout ces mauvaises relations entre certains pays donc, du G5 Sahel et le Mali qui sont aussi un élément aggravant donc, de la situation, on va dire de la survie même du G5 Sahel. Au-delà donc de la relation conflictuelle avec Bamako, vous savez qu'effectivement au Mali, la version officielle c'est qu'il n'y a pas de Wagner, même si tout le monde convient aujourd'hui, et si l'on en croit donc le ministre des Affaires étrangères donc, de la Russie, Wagner y est, alors qu'au Tchad, le Tchad est farouchement opposé à cette option parce qu'elle juge que Wagner est un ennemi et qui accompagne donc les ennemis du Tchad. Mais au-delà du Tchad, il y a aussi le Niger qui entretient quand même des relations très, très, très difficiles avec le Mali. Et je ne vois pas, même si le Mali venait à prendre la tête du G5 Sahel, je ne vois pas comment le G5 Sahel pourrait survivre au regard de ce cocktail explosif de tensions entre à la fois des pays du G5 Sahel et le Mali, mais aussi entre le Mali et certains partenaires du G5 Sahel, notamment la France et d'autres de la communauté internationale. Donc on peut dire que tous les éléments étaient réunis pour la mort du G5 Sahel, et c'est le président nigérien, Mahmoud Bazoum, qui l'a confirmé il y a quelques jours qu'effectivement, le G5 Sahel est définitivement mort. Justement, Ahmedou Ould Abdallah, avant ces derniers développements, vous écriviez il y a quelques semaines que la Mauritanie était bien placée pour relancer le G5. Aujourd'hui, comment est-ce que tout cela est vu du côté de Nouakchott? Merci beaucoup et bonjour à vous tous. D'abord, je voudrais faire une observation. Les crises, et en particulier les crises diplomatiques, font partie de la vie. Ce qu'il faut éviter, c'est d'aggraver une crise quand il y a une vraie crise sanguinaire avec le terrorisme et une crise économique qui s'annonce. La Mauritanie, à mon avis, et j'espère, je suis convaincu aussi que le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, le président,
prennent au sérieux cette crise qui est en fait, à mon avis, une crise d'humeur. Mais Nouakchott étant le siège de l'organisation, ayant un excellent secrétaire général, qui est un diplomate burkinabé aguerri qui a servi à New York et à Paris, Nouakchott, je veux dire, doit entreprendre des efforts pour parler à leurs voisins, le seul voisin du G5 qui est le Mali, et tout en comprenant leur situation, on comprend que les Maliens, le gouvernement actuel, civil et militaire, ne va pas être isolé, mais une crise est une crise et il faut la gérer à court et à long terme. Ne pas confondre un malentendu qu'on a avec Paris en ajoutant le nombre de crises avec les voisins qui ne veulent que du bien au Mali. Donc pour vous, c'est d'abord un malentendu. Bamako abrite le poste de commandement du G5. Quel peut être l'impact du départ du Mali de la force conjointe? Abdoulaye Bari le disait tout à l'heure, le président nigérien semble confirmer la mort du G5. Quel est votre avis? C'est absolument Allez-y, Cédric. Non, c'est un grave recul pour la construction de la réponse au terrorisme. Si on a été amené jusqu'ici à concevoir une solution ou une réponse au niveau du G5, c'est parce qu'on est arrivé à la conclusion et on a toujours la conviction qu'il faut une réponse régionale à cette crise. Cette crise dépasse le Mali, dépasse le Niger, dépasse le Burkina pris isolement. Il faut une réponse régionale. C'est dans ce cadre que la force conjointe a été pensée en février 2017. Et le Mali a été choisi pour abriter le quartier général de cette force parce que le Mali est l'épicentre de la menace terroriste. La force était à Sévaré. Après l'attaque de siège, elle a été transférée à Bamako. Et aujourd'hui, le retrait de Bamako amène à replanifier l'ensemble de la coordination. Le Mali se retire, mais il faut savoir que la force est organisée en 3 grands fuseaux. Il y a le fuseau ouest qui regroupe la Mauritanie et le Mali. Le fuseau centre qui est le fuseau le plus affecté, qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et le fuseau est qui regroupe le Niger et le Tchad. Aujourd'hui, avec le retrait du Mali, c'est le fuseau centre qui est le plus affecté par la menace terroriste qui est affecté. Donc, il faut replanifier les choses et ça remet en cause un certain nombre d'acquis opérationnels. Le principe, par exemple, de l'automaticité de la poursuite. Le G5 a acté qu'un pays attaqué peut poursuivre les assaillants sur 50 km dans l'autre pays sans qu'il ait besoin d'une autorisation préalable. Ça, c'est un acquis opérationnel. Avec le retrait du Mali, tout ça va être remis en cause. Et je pense que ça va affecter la coordination des opérations conjointes entre le Mali et les autres partenaires du G5 Sahel. Abdoulaye Bari, le Mali qui quitte donc l'organisation, si c'est confirmé en tout cas, prochainement, à travers certainement un sommet, et la Mauritanie qui s'éloigne des autres pays membres géographiquement parlant, le G5 pourra-t-il tenir, même si Ould Abdallah semble beaucoup plus optimiste? Non, il faut noter qu'au-delà de cette crise, de l'annonce du Mali de son retrait, il y avait quand même des difficultés qui empêchaient quand même le G5 Sahel, que ce soit sur le plan du volet développement ou le volet sécurité, au G5 de fonctionner véritablement. L'organisation était quand même agonisante ces dernières années, on va dire depuis la mort d'Idriss Déby et les crises politiques et sécuritaires. Maintenant, là où aujourd'hui, ce que la crise, le départ du Mali peut annoncer de nouveau, c'est que de fait, on assiste donc à une discontinuité géographique parce que la Mauritanie est désormais exclue géographiquement de l'espace G5 Sahel sans le Mali. En plus de ça, il y a au niveau de la force conjointe, désormais le départ du Mali entraîne donc, on va dire, le départ aussi de 3 bataillons importants, puisque, comme Cédric l'a dit, dans le fuseau centre, quand même, le Mali a fourni 2 bataillons, le Mali fournit un bataillon, mais le fuseau ouest aussi avec la Mauritanie, il y a un bataillon. Donc, ça veut dire que désormais, on n'aura pas ces 2 bataillons. Ensuite, il y a quand même le quartier général étant à Bamako. Comment
planifier des opérations sans véritablement un quartier général. Donc, on peut dire de fait, le G5 Sahel est paralysé. Mais il y a aussi des éléments politiques qu'il va falloir quand même souligner. Au-delà de la sécurité, au-delà du développement, l'objectif, effectivement, du G5 Sahel, c'était quand même de créer les conditions pour garantir la paix et la sécurité et le développement, mais d'allier aussi la sécurité et le développement, le tout soutenu par la démocratie et la bonne gouvernance. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, quand on prend les 5 pays, il n'y a que 2 seulement, on va dire la Mauritanie et le Niger, où on peut parler de démocratie et de gouvernance, parce que quand on prend les 3 autres, le Burkina, le Tchad et le Mali, c'est quand même des militaires qui sont au pouvoir. Comment continuer dans un tel contexte avec des transitions militaires? C'est difficile à mon avis. Oui. Ould Abdallah, vous pensez que les ponts sont rompus entre Mali et le G5 ou vous pensez plutôt que Bamako annonce son départ pour que ces préoccupations soient mieux prises en compte? Je sais que vous l'avez un peu abordé déjà, mais quelle est votre vue d'ensemble, surtout que le secrétaire général de l'ONU a un peu parlé de sa tentative de faire de ce G5 un peu une force beaucoup plus offensive et mieux financée? Merci beaucoup. D'abord, c'est une information qu'on doit confirmer. Je crois qu'une délégation mauritanienne avec le ministre des Affaires étrangères est partie ce matin pour Bamako. Je pense, j'espère que les entretiens seront positifs pour donner une réponse aux Maliens, ce que je voudrais appeler la mauvaise humeur du Malien. Je les comprends légalement, mais les militaires maliens sont responsables et je sais qu'il y a un problème vis-à-vis des dirigeants du G5. Mais l'intérêt général de la population du Mali, de celle des autres membres du G5 Sahel, doit être pris en considération. Donc je pense, j'espère qu'il y aura une gestion de la déclaration malienne de quitter. On ne quitte pas, il faut donner un délai de réflexion, on ne part pas comme si on n'était pas avec des collègues ou des amis. Ceci étant, les Nations Unies, à mon avis, les représentants dans la région, même s'il n'est pas accrédité auprès du G5 Sahel, il est accrédité auprès de la région, vont certainement entreprendre des démarches pour gérer cette question, ne pas acter avec lui. D'accord. Alors, nous allons rapidement lire quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons plutôt Yao Marcelin Kofi à Abidjan qui nous dit que cette décision du Mali de se retirer de toutes les instances du G5 Sahel est tout sauf une bonne nouvelle pour cette région où les groupes djihadistes règnent en maître. Je souhaite que ce retrait malien n'emporte pas la dite force déjà mal en point. Yacouba Oulé est à Ouagadougou, il nous dit puisque c'est le Mali la base de ce G5 Sahel, avec le retrait du Mali, le G5 n'aura plus d'avenir. Et puis Issa Gaba est à Abidjan, il nous dit le Sahel ne se résume pas uniquement au Mali, les forces de ces 4 pays sauront faire face aux djihadistes. D'ailleurs, la coopération Niger-Burkina a fait ses preuves contre ces bandits armés. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités de notre studio à Paris, Sédik Abba, chercheur sur le terrorisme dans le Sahel, auteur du livre Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, paru aux éditions Impact. À Ouagadougou, Abdoulaye Bari, journaliste doctorant à l'Université de la paix de l'ONU, UPIS, et à Nouakchott Ahmedoul Abdallah, président du Centre 4S, ancien diplomate. Alors, Sédik Abba, avant la décision du Mali, certains évoquaient déjà la nécessité d'élargir le G5 pour inclure notamment certains pays côtiers. La donne a-t-elle changé? Non, le contexte est tel qu'on a vu qu'il y a un déplacement de l'épicentre de la menace terroriste du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée, avec 4 attaques successives contre le Bénin, une attaque meurtrière récente contre le Togo, alors que la Côte d'Ivoire avait été déjà attaquée 3 ou 4 fois. Donc il y a un agenda des groupes terroristes de porter la menace du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. Et on avait depuis le sommet de février entre l'Union européenne et l'Afrique acté le principe d'un rapprochement entre le G5 Sahel et le pays de l'initiative d'Accra. L'initiative d'Accra qui regroupe la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. Donc le contexte a dicté un rapprochement entre les pays du G5 Sahel et les pays de l'initiative d'Accra. Aujourd'hui, le retrait du Mali, comme il a été dit par un de vos auditeurs, des téléspectateurs, est une mauvaise nouvelle. Parce qu'on est dans une dynamique de construction d'une réponse régionale au-delà du Sahel, qui associe les pays du Sahel et les pays du Golfe de Guinée. Si le Mali, qui est l'épicentre de la menace terroriste, qui est le pays d'où l'ensemble de la menace s'est exporté vers les autres, y compris vers le Burkina et le Mali, se retire, c'est clair que ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, Abdoulaye Bari, sans le Mali, quelle approche régionale dans la lutte contre le djihadisme dans la région? Doit-on parler d'élargissement du G5, même s'il faut l'appeler autrement? Bon, je pense qu'on pourrait penser à la construction d'une réponse régionale, effectivement, mais je vais dire que sans le Mali, ça reste quand même très très difficile pour les autres pays de la région. Pourquoi? Parce que, Sédik l'a dit tout à l'heure, le G5 Sahel quand même a été, on va dire, construit autour du Mali parce que c'était l'épicentre donc de la violence terroriste, avec la porosité des frontières. Comment aujourd'hui construire, on va dire, une réponse régionale sans le Mali, sachant bien que le Mali fait quand même 1 240 000 km² et que, à cause de, on va dire, de l'intensité de la violence, avec les frontières avec des pays comme la Libye où il n'y a pas d'État, à mon avis, il serait très difficile d'avoir une réponse régionale efficace sans le Mali, parce qu'on a beau avoir cette réponse, le Mali restera quand même une source de menace. Donc ce qui serait important, à mon avis, c'est de travailler au plan diplomatique pour ramener au Mali quand même au cœur d'une réponse globale au niveau régional. Ça, ce serait l'idéal à la fois pour les G5 Sahel, mais aussi pour la CEDEAO elle-même qui est en train aujourd'hui de réfléchir à des réponses sécuritaires. Ould Abdallah, comment est-ce qu'on peut coordonner la lutte contre le terrorisme dans le Sahel sans inclure un pays comme le Mali? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la coopération sécuritaire au Sahel? Merci beaucoup. Je suis d'accord avec ce que nos amis viennent de dire. Et Abba Sédik a bien mentionné le Bénin, Togo et Côte d'Ivoire. Moi, j'ajoute qu'à mon niveau, au niveau du Centre 4S, depuis longtemps, nous pensons que les terroristes visent la côte parce qu'il y a plus d'eau, plus de forêt, plus de protection. Et donc, le Libéria, le Sierra Leone sont très visés parce qu'il est plus facile de s'y installer. Mais je reste sur le fait que le Mali est central. Le Mali doit être responsable et il est. Les militaires maliens ne pourront pas accepter que les idéologies civiles les entraînent loin
de leur contexte régional de lutte contre le terrorisme, consolidation de l'État. Mais surtout, les États membres, Niger, Burkina, Tchad et Mauritanie, doivent tout faire pour convaincre les Maliens en leur disant « Nous comprenons votre mauvaise humeur justifiée, mais la diplomatie, c'est aussi pour régler des crises. » Ceci étant, je pense que la menace est sérieuse et les Africains peuvent la gérer, je veux dire, nous, dans la région, parce que tout simplement par des négociations et des dialogues entre nous et avec certains groupes qui sont connus. Alors, on a juste 3 minutes avant de terminer l'émission. Ould Abdallah, je reste avec vous pour faire un dernier tour de table. En tant qu'ancien diplomate, quel doit être le rôle de l'ONU ou des autres organismes dans cette lutte contre le terrorisme? En 1 minute. Premièrement, je souhaiterais que l'Union européenne, et en particulier Paris, les G7, tout en continuant à s'intéresser à la région et à nous aider, publie moins de communiqués sur le Mali parce que ça alimente les démagogues dans la région et en particulier les réseaux sociaux. Donc il faut changer de communication au niveau de Paris et au niveau de Bruxelles. C'est absolument indispensable. Plus ils cherchent à arrondir les angles, plus ça aggrave la situation. Sédic, journaliste et vous-même, vous le savez comme moi. Donc les Nations Unies peuvent faire quelque chose au niveau régional et je pense que le secrétaire général, avec l'ancien président du Niger, est en train de faire un comité. Et ce comité, s'il fait bien son travail, et il peut le faire, doit d'abord rapprocher les gouvernements et traiter de la communication l'une des plus grandes menaces aujourd'hui, n'est même pas le terrorisme, mais les réseaux sociaux. Sédic, les organismes doivent-ils changer de stratégie? Oui, absolument. Il faut, par exemple, lever l'obstacle à l'inscription de la force du G5 Sahel sous le chapitre 7. Jusqu'ici, les États-Unis se sont opposés à ce que la force du G5 Sahel soit placée sous le chapitre 7, ce qui lui aurait permis d'avoir un financement pérenne. Aujourd'hui, les forces armées de la région sont aguerries, ont des capacités de combat. Il leur manque principalement les moyens, notamment les moyens aériens et les financements. Donc, si les Nations Unies acceptent d'apporter cela, ce qui manque, je pense qu'on pourrait améliorer la lutte contre le terrorisme au Sahel, sachant que même si on arrive à une meilleure performance au plan militaire, il faut associer le développement parce que beaucoup de jeunes qui s'embarquent dans le groupe terroriste, ils vont parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Abdoulaye Bari, vous avez le mot de la fin. 30 secondes sur les partenaires internationaux. L'ONU doit tirer les enseignements de l'enlisement sécuritaire au Sahel. Et comme Sédic l'a dit, il faut revoir le mandat des forces onusiennes, par exemple, au Mali, en faire une force plus robuste, mais plus offensive, au lieu d'être cantonnée dans des maintiens de la paix dans une situation très délétère. Mais aussi la question des moyens se pose de façon avec acuité. Il faut replacer donc, à mon avis, cette force conjointe sous le chapitre 7 pour lui garantir des ressources pérennes afin de lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel. Voilà. Fin de ce Washington Forum. Merci énormément à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voaafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt.